Elle affirmait recevoir des messages d'extraterrestres l'avertissant qu'un déluge allait raser la planète le 21 décembre 1954. Fumer, c'est pas si dangereux. Mon grand-père, il a fumé comme un pompier toute sa vie, il a vécu jusqu'à 95 ans. Oh là la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, il faut qu'on discute d'un sujet pour lequel on est tous concernés. On sait tous par exemple que cette habitude, elle est mauvaise pour nous. Mais on continue quand même. On a des convictions écolo, mais on achète parfois des produits qui viennent de l'autre bout du monde. On adore les animaux, mais on mange de la viande. On prône l'honnêteté, mais on fait parfois de petits arrangements avec la vérité. On veut être en forme, mais on passe nos soirées sur le canapé. Je vous rassure directement, c'est pas vraiment un manque de volonté. Et on va en parler juste après. Ce débat intérieur, où une partie de nous-mêmes se bat contre l'autre, on a tous connu ça. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais on aime se voir comme des êtres très rationnels et cohérents, où nos actions, elles découlent logiquement de nos valeurs. Pourtant, au quotidien, on est souvent très paradoxal. Un conflit entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et ce qu'on fait. Cette lutte pour garder une image cohérente de nous-mêmes face à nos propres incohérences, elle porte un nom. C'est l'un des concepts les plus importants de la psychologie sociale. Une clé pour comprendre pourquoi on agit parfois contre nos propres intérêts, pourquoi on change d'avis et surtout pourquoi on est si doué pour se raconter des histoires. Ce concept, c'est la dissonance cognitive. Pour comprendre la puissance de cette idée, il faut faire un saut dans le temps, direction l'Amérique des années 50. C'est là qu'un psychologue nommé Léon Festinger va poser les bases d'une théorie qui va tout changer. En 1956, Festinger, avec ses collègues Henry Ricken et Stanley Charter, publie un livre intitulé When Prophecy Fail, l'échec de la prophétie. Ils y racontent leur infiltration en 1954 dans une petite secte apocalyptique menée par une certaine Dorothy Martin. Elle affirmait recevoir des messages d'extraterrestres l'avertissant qu'un déluge allait raser la planète le 21 décembre 1954. Seuls les vrais croyants seraient sauvés par une soucoupe volante. Beaucoup de membres de cette secte avaient tout plaqué. Leur job, leur famille, leur argent. Ils avaient misé toute leur vie sur cette prophétie. Festinger voulait voir ce qui se passait au moment fatidique, justement. Celui où la prophétie allait de toute évidence pour lui foirer. Le 21 décembre arrive, minuit passe, pas de soucoupe. Dans la tête des adeptes, deux pensées entrent en collision frontale. La première, j'ai tout sacrifié pour cette croyance. La deuxième, la prophétie est fausse, rien ne s'est passé. La logique voudrait qu'ils se disent « Ok, bon, on s'est planté. » Mais psychologiquement, c'est insupportable. Le malaise est beaucoup trop grand. Alors que s'est-il passé selon vous? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir et pour me dire ça en commentaire. Bon, en gros, quelques heures après le fiasco, Dorothy Martin a reçu un nouveau message. Les extraterrestres, si impressionnés par le groupe, avaient décidé de sauver la planète entière et pas uniquement les membres. L'échec n'était donc plus un échec, c'était la preuve ultime de leur foi. La plupart des membres n'ont pas abandonné leurs croyances. Au contraire, ils l'ont renforcée et se sont mis à recruter de nouveaux adeptes pour se prouver à eux-mêmes qu'ils avaient fait le bon choix. C'est cette observation qui a donné la naissance de la théorie. Festinger a compris que lorsqu'on est face à une contradiction majeure entre nos croyances et la réalité, on ressent une tension psychologique horrible. C'est ça, la dissonance cognitive. Face à cette dissonance entre ce qu'on croit et ce qu'on fait, ou ce qu'on voit, notre esprit ne reste pas les bras croisés. Il déploie tout un tas de stratégies pour réduire la tension. Festinger en a identifié 3 grandes, ce sont les 3 chemins que notre cerveau emprunte, en gros pour nous calmer et au fond surtout pour se mentir à soi-même. La première stratégie, la plus évidente, et aussi la plus dure et la plus rare, changer son comportement pour l'aligner avec ses croyances. C'est la voie de l'intégrité. Pour vous donner un exemple, c'est le fumeur qui, conscient des risques, écrase sa clope pour de bon. C'est la personne qui, troublée par la souffrance animale, devient végétarienne. C'est la voie héroïque, entre guillemets, parce qu'elle demande un vrai effort. Changer une habitude, c'est coûteux en énergie, clairement. Ça veut souvent dire renoncer à un plaisir immédiat et affronter l'inconfort. Pas facile. C'est pour ça que notre cerveau préfère souvent explorer des chemins moins difficiles. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. C'est un énorme soutien pour moi, vous vous en doutez. Merci à tous ceux qui le feront. Si changer de comportement, c'est trop dur, il est beaucoup plus facile de changer
sa croyance. C'est la rationalisation. On ne change pas l'acte, on change la pensée qui le rendait problématique. Reprenons par exemple notre exemple du fumeur. Arrêter, c'est trop dur, on est d'accord. Il ne va pas changer du coup son comportement, il fume toujours, il va changer ce qu'il pense du tabac. Et c'est là que naissent les fameuses justifications. Ah, fumer, c'est pas si dangereux. Ou les études se contredisent. Ou alors, il va se comparer. Mon grand-père, il a fumé comme un pompier toute sa vie, il a vécu jusqu'à 95 ans. Cette anecdote qui ne prouve rien statistiquement devient une preuve suffisante pour ignorer des décennies de recherche. Ou encore, dénigrer la source. Les campagnes anti-tabac, c'est juste pour faire peur en vrai. Elliot Aronson, un élève de Festinger, a même affiné la théorie en montrant que la dissonance est plus forte quand notre comportement menace l'image positive qu'on a de nous-mêmes. Si je me vois comme quelqu'un d'intelligent, le fait de fumer, comportement autodestructeur du coup, crée une tension énorme. Pour la résoudre, soit j'arrête, soit je me convainc que fumer, c'est pas si bête. Maintenant, pensez à un achat impulsif et cher. Vous craquez pour ce téléphone à 1 500 €. Juste après la joie du début, les remords s'installent. Dissonance entre « je dois faire attention à mon argent » et « j'ai claqué une somme dingue ». Vous n'allez pas retourner le téléphone, forcément. Vous allez commencer à vous convaincre que c'est un investissement, que son appareil photo va révolutionner votre vie, que sa vitesse va vous faire gagner du temps, un temps précieux. Vous rationalisez pour transformer un acte impulsif en une décision mûrement réfléchie. On l'a tous déjà fait, que ce soit pour un téléphone ou pour tout autre achat, trop cher pour les moyens qu'on a. La troisième stratégie, elle est plus subtile. On ne change ni le comportement, ni la croyance. On ajoute simplement de nouvelles croyances qui viennent noyer la contradiction sous une pile de justifications. Le fumeur ne va pas nier le danger, il va dire « oui, fumer c'est dangereux, mais… » Mais ça me déstresse et le stress, c'est encore pire pour la santé. Oui, fumer c'est dangereux, mais de toute façon, faut bien mourir de quelque chose, non? Oui, fumer c'est dangereux, mais je fais du sport à côté, donc ça compense largement. On reconnaît le problème, mais on le rend tout petit en le noyant dans un contexte plus large. L'exemple de l'écolo qui prend l'avion est parfait. Dissonance, il faut réduire notre empreinte carbone, vs. je prends un des pires moyens de transport pour la planète. La solution la plus simple, c'est d'ajouter « oui, je prends l'avion, mais… » vous commencez à le comprendre. Mais je compense en triant mes déchets super bien. Ouais, je prends l'avion, mais je mange bio et local toute l'année. Oui, je prends l'avion, mais ce voyage est vital pour mon équilibre mental. Ou encore, oui, je prends l'avion, mais c'est pas mon petit vol qui va changer quoi que ce soit face aux usines chinoises. C'est une curiosité psychologique, mais concrètement, pourquoi s'en soucier? Parce que laisser la dissonance se résoudre toute seule par le chemin de la facilité a un coût. Un coût personnel et collectif. Vivre en état de dissonance permanente, c'est comme avoir un bruit de fond constant. C'est une source de stress et d'anxiété. Le cerveau, il dépense une énergie folle à maintenir l'illusion de cohérence. Des études de neuroimagerie montrent que la dissonance active les mêmes zones du cerveau que la douleur émotionnelle. À l'inverse, trouver une bonne justification active les circuits de la récompense. Se mentir à soi-même, ça fait du bien, littéralement. À long terme, la dissonance, elle nous empêche d'apprendre de nos erreurs. En gros, pour apprendre d'une erreur, il faut d'abord admettre que ça en était une. Mais la dissonance, elle nous pousse à nous convaincre du contraire. Si, après chaque mauvaise décision, notre réflexe est de la rationaliser, on s'enferme dans des schémas qui nous sont clairement néfastes. Au niveau de la société, les effets, ils sont assez ouf. Prenez la politique. Pourquoi les débats se transforment-ils si souvent en dialogue de sourds? Quand on est confronté à un fait qui contredit nos convictions politiques, la réaction la plus simple n'est pas de nuancer son point de vue, ce serait admettre qu'on a eu tort, clairement. La réaction facile, c'est de rejeter l'info, de discréditer la source ou de réinterpréter pour qu'elle colle à ce qu'on croit déjà. Mais jamais, au grand jamais, d'admettre que l'autre pourrait peut-être avoir raison sur certains points. Peut-être. Ce mécanisme, il explique aussi pourquoi c'est si dur de faire avancer des sujets comme le changement climatique, par exemple. Beaucoup de gens sont conscients du danger, mais leur mode de vie est en contradiction totale avec cette conscience. La dissonance, du coup, elle est énorme, et plutôt que de changer, il est plus confortable pour eux de minimiser le problème ou de rejeter leur responsabilité.
Il ne faut pas voir ça comme un ennemi, hein, la dissonance. Cette tension, elle peut être un signal d'alarme précieux. Si on apprend à ne pas étouffer ce signal sous une tonne de justification, la dissonance, elle peut devenir un très bon moteur au changement. Elle peut être la motivation qui nous manquait pour enfin arrêter nos mauvaises habitudes. Bon, au-delà de l'explication scientifique, je trouve que la dissonance cognitive nous raconte quelque chose de très positif en fait sur l'humain, même si c'est un peu paradoxal dit comme ça. Ça prouve qu'au fond de nous, on a un besoin vital d'intégrité. Si on s'en fichait d'être des gens bien ou cohérents, on ne ressentirait aucune tension. Mais l'avantage, c'est surtout qu'on n'est pas condamné à se mentir. On a le choix. Et il faut se le dire, on ne sera jamais parfait, on aura toujours des contradictions, mais l'important, c'est juste de rester au maximum lucide dessus. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et moi je vous récupère pour vous dire au revoir, comme d'habitude. Et bien écoutez, on se fait de gros bisous et on se dit à dimanche prochain. Gros bisous.